Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est formatrice en périnatalité au centre périnatal Entre deux vagues. Elle est passionnée par le portage, l'allaitement, la parentalité positive, la musique et le plein air. Elle est d'ailleurs monitrice de portage et conseillère en peau à peau en soutien aux nouveaux parents. Elle a également travaillé en musicothérapie où elle alliait son passé musical et sa nouvelle passion pédiatrique. Je suis très heureux de vous présenter cette amie qui remonte à mon adolescence, Gabrielle Gauvin. Gabrielle, bonsoir. Bonsoir, Benjamin. Est-ce que ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Mais oui, très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour l'émission de ce soir. Ben, ça fait plaisir. Donc, ce soir, ce que je te propose, dans le fond, c'est un peu comme j'ai mentionné dans l'introduction, c'est qu'on va parler un peu de ta vie, de ce que tu fais. Et donc, essentiellement, là, on va commencer par l'aspect musical, donc musicothérapie, également le fait que tu as été au conservatoire de musique. J'ai dit spécialisé en périnatalité, là, mais c'est juste que je ne sais pas exactement comment le dire, mais on va corriger la façon de le dire lorsqu'on arrivera sur la section. On décortiquera ça, exactement, sur la périnatalité. Et puis, si on a le temps, mais on va essayer de se regarder, de parler de choses là, autour qui n'ont rien à voir avec ta carrière, donc le plein air et d'autres activités là, que j'ai recensées en essayant d'éplucher ta vie dans les derniers jours. Ça te va bien? Parfait. Oui, certainement. Donc, j'ai essayé en faisant ma recherche, j'essaie toujours de faire un peu ça, de trouver un fil rouge là, qui explique finalement la vie de la personne. Et je pense pas me tromper en disant que le principal fil rouge de ta carrière, c'est les enfants. Ouais, vraiment. Donc, en musicothérapie, donc je ne l'ai pas mentionné, mais musicothérapie, c'est pour périnatalité. Ben, évidemment, ça a rapport avec la natalité, donc les plus jeunes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené du côté de t'intéresser finalement aux enfants et aux tout-petits? Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai gardé des enfants super jeunes. J'ai travaillé dans des camps de jour, J'ai toujours aimé le contact avec les enfants. Dans les soupers de famille, j'étais toujours celle qui mangeait à la table des enfants puis qui s'occupait de toute la petite tralée. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été vraiment important pour moi. Fait que, oui, tout ce que j'ai fait, ça a comme tourné autour des enfants, de la famille, de soutenir les parents là-dedans. Oui, c'est vrai que c'est pas mal le fil conducteur parce que j'ai l'air de faire des choses comme un peu éparpillées puis différentes, mais ça tourne pas mal autour de la relation d'aide puis des familles. Il y a cette thématique-là qui reste. C'est quel type de camp de vacances que tu as été monitrice? J'ai été monitrice dans un camp de jour à la ville de Québec. J'ai fait du bénévolat aussi pour des camps pour la Société d'autisme du Bas-Saint-Laurent. Ouais, ça ressemblait à ça, mon passé de camp. D'accord. Là, c'est peut-être une question là, vraiment peut-être un peu trop philosophique, là, auquel cas on pourra aller dans le plus concret, là, mais est-ce que tu as l'impression de recevoir des enfants lorsque tu travailles avec eux? Ah ben oui, tellement, tellement. C'est parce que ça nous... Moi, je suis une personne créative, tu sais, puis qui aime un peu qui aime la spontanéité, qui aime les choses inattendues. Fait que, tu sais, je suis toujours servie là, avec des enfants. Il y a toujours... Des fois, c'est dur, des fois, ça vient chercher toutes nos ressources, mais il y a pas une journée où on rit pas, où on n'a pas... tu sais, nous disent quelque chose qu'on se dit, mais d'où ça sort? Puis, moi, je suis quelqu'un qui aime s'émerveiller des petites choses, tu sais, des petits progrès. Fait que quand on travaille avec des enfants, c'est ça, tu sais, toutes les nouvelles choses qu'ils découvrent, puis quand on voit la vie à travers leurs yeux, c'est vraiment fascinant, tu sais. Uh-huh. Est-ce que tu as l'impression que chaque enfant a vraiment son univers à lui ou on réussit à reconnaître l'univers enfant finalement? Ben, ouais, ils ont toutes leurs petites particularités parce que quand on apprend à les connaître, à les côtoyer, là, c'est sûr qu'il y a des grandes
des grandes phases de Uh-huh. développement qu'on peut reconnaître et tout Oui. ça, là, mais ah non, tu sais, ils ont leur personnalité déjà, ils ont leur façon de voir les choses, de comprendre les choses. C'est ça. T'es jamais déçu. C'est jamais la même chose. C'est une belle population, hein. Oui, ils sont drôles. Ils sont tellement drôles. Oui, la semaine dernière, je rencontrais une chercheuse qui travaille en maternité. C'est une thématique là, dans les derniers jours, Ben visiblement. oui. Et elle a travaillé avec des électrodes sur des bébés de 10 jours. Et Wow. j'avais vu des images de ça. C'est absolument charmant de travailler avec cette population-là. Je lui avais dit d'ailleurs que j'étais jaloux de la population qu'elle avait choisie avec qui travailler. Comme j'ai dit, allons dans le un peu plus concret. Donc, je vais Mhm. commencer avec la musicothérapie. Donc, tu as fait musicothérapie à l'UQAM, l'Université du Québec à Ouais, Montréal, terminé ouais. en 2010, de ce que j'ai noté. Ah, donc, corrige-moi si je me trompe. Ouais, ça a de l'allure. Je suis pas Ça bonne avec ressemble à les ça, années, hein? mais je vais te croire. Ouais, Déjà une dizaine d'années. ouais. Est-ce que, donc, tu as fait également avant le conservatoire de musique, est-ce que tu penses que tu aurais fait musicothérapie même si tu n'avais pas fait le conservatoire? En fait, oui, je pense que oui. En fait, si j'avais pas fait mes études en musique avant, je serais probablement allée dans une autre branche de la relation d'aide, le travail social ou la psychoéducation ou la musicothérapie. C'était comme une façon pour moi de ne pas avoir à choisir entre des champs d'intérêt qui étaient très importants pour moi. D'accord. Puis justement, tu sais, les enfants puis la famille prenaient déjà une partie importante dans mes réflexions à ce moment-là parce que autant que j'avais une passion pour la musique puis bon, que je travaillais fort puis que ça allait bien mes affaires quand même dans mes études en musique, Mhm. mais je savais que je voulais avoir une famille puis ça me semblait pas super compatible avec une carrière dans la musique classique, tu sais. Ou en tout cas, présenter certains défis, là. Ça peut être mouvant. Ouais, c'est ça. Puis je sentais comme le besoin d'avoir plus une stabilité. Puis Mhm. là, au moment du cégep, je me disais, bon, est-ce que je continue en musique ou je vais plus faire une technique, tu sais, en éducation spécialisée ou en travail social? Puis je sais pas comment ça que j'ai entendu parler de la musicothérapie parce que c'est quand même rare. Mhm. Mais là, je me suis dit, ah, ben, je pourrais faire mon cégep en musique. Puis après ça, ben, j'ai pas à choisir. Je peux faire les deux, dans le fond. Je peux faire comme de la relation d'aide et de la musique. C'est comme C'est un parfait. non-choix. C'est une façon de pas choisir. Ah, ben, c'est un non-choix qui est clairement très heureux. Je Oui, pense, je, oui. je pense que ça. En fait, bon, allons aussi un peu plus dans le vif du sujet. Là, je pense que comme tout le monde, j'ai une idée assez vague de ce que c'est que la musicothérapie. Mhm. Mais la musicothérapie, là, de façon très concrète, c'est l'interaction entre la musique, le thérapeute et le client. Fait que, on a besoin d'avoir les trois éléments pour que ce soit de la musicothérapie. Donc, s'il n'y a pas de thérapeute, c'est pas de la musicothérapie. S'il n'y a pas de client, c'est pas de la musicothérapie. Les trois sont Uhum. vraiment essentiels. C'est Euh, interrelié. oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme n'importe quel métier de relation d'aide, mais notre outil de travail, ça va principalement être la musique. Donc, on va avoir des objectifs cliniques comme une ergothérapeute, comme une Uhum. physiothérapeute, mais notre outil pour arriver à nos objectifs cliniques, ça va être des outils musicaux. On D'accord. peut travailler le langage, on peut travailler au niveau des émotions, on peut travailler des objectifs plus cognitifs. Tout ça va être établi en fonction des besoins de la personne, puis nos outils pour y arriver, ça va être des outils musicaux. Sans notion de performance, c'est D'accord. vraiment... ouais. Donc, c'est surtout la personne qui joue ou c'est de l'écoute de musique? Les deux. Les deux. Ça va dépendre de la population. Tu sais, il y a des musicothérapeutes qui travaillent vraiment avec toutes sortes de clientèle. Tu sais, en soins palliatifs, ça va être plus de la musique, de l'écoute pour apaiser la personne, pour réduire la douleur, pour réduire l'anxiété, des choses comme ça. Avec des enfants, ben, ça va être actif, ça va être de l'improvisation, ça va être, ils vont jouer, ça va être des comptines, des chansons. Uhum. Donc, il y a vraiment les deux. D'accord. J'écoutais en fin de semaine un zoothérapeute et Mhm. en fait, il a utilisé exactement la même expression que toi. La zoothérapie, ce n'est pas d'avoir un animal assis sur soi. Ça prend un zoothérapeute pour faire de la zoothérapie. Sinon, c'est Exact. avoir un animal assis sur soi. Et, euh, Puis il y a et- plein de bienfaits, là. Tu sais, tout à fait. ça nous apporte plein de choses, mais c'est pas de la zoothérapie. Donc, Uhum. écouter de la musique, c'est sûr que ça a des bienfaits pour plein de gens. Jouer de la musique aussi, mais
c'est pas de la musicothérapie s'il n'y a pas un thérapeute qui est impliqué dans le processus. Donc, toi, la population avec laquelle tu as travaillé, c'est les 0-16 ans, c'est ça? Donc, toute cette tranche d'âge-là? Mais dans mes stages, j'ai touché à tout, jusqu'à la gériatrie là, en CHSLD, mais par la suite, quand j'ai commencé à travailler, c'était surtout avec des enfants, adolescents en pédiatrie sociale. D'accord. Je pense que la question principale que j'avais là, par rapport à ça, mais tu en as déjà glissé un mot, la différence entre de la musicothérapie des 0-2 ans puis 15-16 ans, j'imagine que c'est deux mondes complets. Est-ce que les 15-16 ans, vous écoutez du métal et vous tapez sur des choses? Oui, j'avais formé un band avec Ah oui, mes ados. wow! Ouais. Et en fait, tu sais, la musicothérapie, c'était relativement nouveau en pédiatrie sociale, qui est comme une approche particulière aussi, là. Puis, j'avais comme établi un certain continuum de service, si on peut parler comme ça, là. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails techniques, mais Tout à fait. dans le fond, ces ados-là, je commençais en individuel avec eux pour vraiment établir une relation thérapeutique, puis travailler l'impulsivité. J'en avais un qu'au début, il voulait apprendre à jouer de la guitare. Je disais qu'il n'y avait pas une notion de performance dans la musicothérapie, sauf s'il y a une visée clinique en arrière de ça, de travailler sa capacité d'attention, de travailler la motricité, de travailler son impulsivité. Ben là, ça passait par l'apprentissage d'un instrument. Puis au début, ben, il était capable de me dire quand il était sur le bord de péter sa coche. Fait qu'il m'a l'air donné en disant là, je suis sur le bord de la lancer au bout de mes bras. Merci, je suis contente que tu me l'aies dit juste avant. Fait qu'on a travaillé ça individuellement. On n'aurait pas pu commencer tout de suite en groupe avec ces ados-là. Puis par la suite, on avait formé des petits groupes pour aller travailler là plus au niveau des objectifs des interactions sociales, puis de s'exprimer adéquatement dans un groupe. Puis après, ben là, je les accompagnais dans une école de musique pour être là, pour les soutenir. Mais là, c'était des années vraiment plus vers la communauté, fait que comme de l'individuel au petit groupe à la communauté. Puis ils apprenaient avec un professeur. Là. Fait que mon coco qui lançait sa guitare au bout de 30 secondes, ben là, après ça, il jouait de la bass dans un band avec d'autres ados, puis il faisait des spectacles. Puis, Est-ce que tu sais s'il joue encore? Ben, je sais pas, faudrait que je m'informe. Je serais curieuse. Si jamais cette personne entend le balado, Oui, c'est ça. eh bien, Il doit écrivez-nous. être comme tellement rendu grand puis vieux maintenant. Elle là là. En fait, on lui souhaite là, qu'il continue ou qu'il ait continué. Parlant de continuer, est-ce que tu continues la flûte un peu? Un peu. Là, dernièrement, moins. En revenant dans ma région natale, là, du Bas-Saint-Laurent, j'avais repris l'orchestre pendant un bout de temps pour me permettre d'avoir une soirée à l'extérieur de la maison, c'est ça, de reprendre un peu la pratique aussi de la flûte. Parce que moi, ce que j'aime, c'est jouer de la musique avec d'autres personnes. Fait que la flûte, autant que c'est un instrument pour lequel j'ai eu un coup de cœur, ben, tout ça chez moi, ça manque un peu, tu sais. Ça manque d'amis avec qui jouer. Puis là, après ça, avec la pandémie, j'avais arrêté, puis là, j'ai pas repris encore. Mais la musique continue toujours de faire partie de ma vie, si c'est sûr. J'avais enregistré quelques tracks de flûte pour un ami qui faisait un album. Tu sais, j'ai continué à faire des petites gigs une fois de temps en temps là, pour se faire plaisir. Oui, on m'a demandé dernièrement pour des funérailles, puis j'étais comme « Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis pas sûre, là. » J'aurais besoin de m'y remettre. Écoute, je t'emmène en périnatalité un peu plus récent là, dans ta carrière. Et périnatalité, je pense qu'on peut essayer de comprendre le terme via son étymologie, là, périnatalité, qui semble vouloir dire autour de la natalité. Est-ce que je me trompe dans mon intuition? Non, c'est tout à fait ça. C'est autant en prénatal lorsque les familles attendent un bébé qu'en post-natal quand ils ont un jeune bébé. D'accord. Et toi, en tant que périnataleuse, je ne connais pas le terme, intervenante en périnatalité. Ouais, ça a l'air. C'est meilleur, oui, on va garder celui-là. Est-ce que tu t'intéresses plus à ce qui se passe après ou avant? Les deux, parce que dans le fond, tu sais, moi, la périnatalité, encore là, c'est vaste. Là. Moi, c'est beaucoup par le portage, l'allaitement,
puis aussi notre rôle de parent, puis comment accompagner nos enfants, puis être le parent qu'on veut être, mettons, là. Mhm. Fait que moi, ça passe beaucoup par l'allaitement, le portage. Puis ça, ben, je peux rencontrer les familles autant quand la maman est enceinte que par après. Il y a des choses que c'est intéressant de savoir, de se préparer avant. Puis sinon, ben, c'est par après, en allaitement, c'est beaucoup quand il y a des problèmes, des questions qui arrivent. Puis sinon, en Évidemment. portage, c'est quand là, ils veulent vraiment apprendre là, de façon concrète comment porter sécuritairement leur enfant. Puis c'est ça. Puis là, je leur donne des ateliers à ce moment-là. Dans tout mettons, appelons ça l'offre de service, là, mais dans tout l'offre de service de la santé, donc je pense aux infirmières, aux médecins, aux Mm-hmm. sages-femmes, quel besoin une intervenante en périnatalité comble? Ben, tu sais, il y a comme plusieurs volets là, à mes implications, mais par exemple, je coordonne le groupe d'entraide en allaitement ici de ma région. Ça, c'est pas des professionnels de la santé, c'est vraiment des mamans bénévoles qui D'accord. offrent du soutien. Fait que c'est vraiment du soutien, de l'écoute, répondre à des questions, mais référer ensuite aux professionnels de la santé si ça dépasse notre champ de compétences. Fait que moi, comme je coordonne ce groupe-là, donc je m'assure de faire les jumelages, je m'assure Mhm. que les marraines se sentent soutenues. Non, je suis comme la marraine des marraines, finalement. La grande marraine. Oui, c'est ça, la marraine chef. Donc, ça, c'est vraiment un rôle de soutien, d'écoute, de guider les mamans OK. dans dans où est-ce que, dans qu'est-ce qu'elles veulent de leur allaitement. Là. C'est pas Mhm. de leur mettre de la pression ou de leur dire que nous, on a fait les choses d'une telle façon. C'est vraiment de les soutenir où est-ce qu'elles souhaitent aller. Ben, le portage, c'est un peu la même chose. Le portage, c'est un outil. C'est un outil vraiment concret que les parents peuvent utiliser pour répondre aux besoins de leur bébé, euh, pour, euh, pour se faciliter la vie à eux, pour retrouver Mhm. leurs mains. Fait que tu n'as comme pas à choisir entre. Ça, c'est comme un autre beau non-choix. Tu n'as pas à choisir entre les besoins de ton bébé et les tiens. Tu Ah-ah. peux comme répondre à ça de tout le monde en même temps. Fait que ça, c'est Les deux comme. simultanément. Oh, ça change les choses quand tu peux faire Ah-ah. ça. J'aime ça comme thématique là, qui est en train de se développer, là, de trouver les non-choix qui permettent d'améliorer la vie. Je pense que c'est une très, très belle thématique. Moi, je Ouais, suis ouais, très bon ouais. là-dedans également, mais moi, j'appelle ça de la paresse. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils allaitent parce qu'ils sont paresseuses aussi. Parce que quand l'allaitement va bien, tu sais, t'as pas à faire chauffer de biberon, c'est toujours chaud, toujours disponible. C'est ça. Quand ça va bien, c'est vrai que ça peut être un choix un petit peu paresseux. Mais c'est paresseux dans le bon sens, par contre. Évidemment, Ben oui, c'est pas le mauvais paresseux. non, non. On va revenir sur le portage par la suite, là, mais avant j'aimerais ça parler du centre périnatalité entre deux vagues. Mhm. Le nom donne un très très bon indice là, sur le fait que ça utilise l'eau comme élément. Euh, donc, premièrement, est-ce que je me trompe là, parce que tout semble être associé à l'eau, mais c'est pas écrit nulle part que l'eau est l'élément central de la relation d'aide à l'intérieur de ça. Et si je me trompe pas, pourquoi l'eau est utilisée? Ben, en fait, au départ, pourquoi ça s'appelle Entre deux vagues, je pourrais pas le dire, mais entre autres, c'est qu'il offre des cours de piscine en prénatal, en postnatal, des cours de bébé d'eau là, avec les jeunes bébés, puis des cours de piscine enceinte pour les mamans enceintes. Fait que c'est ça. Fait que oui, l'eau est utilisée, mais moi, c'est pas ce que je fais au centre prénatal. D'accord. Ben, Moi, je suis d'ailleurs, pas dans justement, l'eau. Non. j'amenais la question. Quel est ton rôle à cet organisme-là? Ben, au départ, je suis arrivée au centre périnatal pour donner des ateliers de portage. Mhm. Puis ensuite, il y avait comme des besoins pour certains cours pour les 0-6 mois, 0-12 mois, donc certains cours maman-bébé que je me suis mis à faire. Puis il y a comme d'après ça d'autres cours qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Je me suis mis à faire certains cours en prénatal, un sur le 4e trimestre qui est vraiment intéressant, puis un qui s'appelle De couple à parents qui est vraiment sur qui est donné en prénatal aussi, puis qui est vraiment sur la transition que tu vis comme couple quand tu deviens parent. Puis c'est vraiment un beau cours dans lequel les couples sont invités
à discuter ensemble d'une façon vraiment non confrontante, mais tu sais, de comme qu'est-ce qu'ils veulent transmettre eux de leur famille, puis de la famille de leur conjoint, puis qu'est-ce qu'ils souhaiteraient moins transmettre, puis mettre ça en commun. Puis que c'est vraiment une belle préparation au rôle de parent puis au changement que ça peut apporter. Je donne un cours aussi sur l'attachement, qui est comme un de mes dadas que je ramène de la pédiatrie sociale. Dans le fond, là, en pédiatrie Mhm. sociale, on travaillait beaucoup, beaucoup au niveau de l'attachement avec les familles, avec les parents, euh, de renforcer les pratiques parentales qui favorisent le développement d'un attachement sécure, dans le fond. Fait que je Donc donne là, un petit cours. on parle autant attachement dans le sens qu'on veut protéger la personne, mais aussi qu'on veut la laisser explorer le monde. C'est bien ça? Oui, ben, tu sais, l'attachement, c'est vraiment la boucle de sécurité, dans le fond. Fait que l'enfant, il revient vers sa base de sécurité quand il a besoin de réconfort, puis il va explorer le monde. Puis là, ben, il revient vers sa base de sécurité. Puis plus que Mhm. cette boucle-là est fluide, dans le fond, ben là, on parle d'un attachement qui est sécure. Puis il y a toutes sortes de compétences parentales qui favorisent un attachement sécure, dont le portage fait partie, dont l'allaitement fait D'accord. partie aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment. Je me sens toujours privilégiée quand je peux parler de ces sujets-là avec les parents parce qu'après ça, je me dis qu'ils se sentent plus outillés, puis ils se disent pas, mais voyons, mais qu'est-ce que je fais de pas correct parce que mon Mhm. enfant fait telle chose ou ils ont pas. J'essaie de défaire des mythes, de défaire des craintes. Tu sais, ah, mais si je fais ça, ben mon enfant, est-ce qu'il va comme jamais apprendre à s'endormir tout seul? Ben non, tu sais, quand on connaît neurologiquement comment ça se passe, le développement de l'enfant, ben on sait que ces pratiques-là sont favorables puis qu'il y a des choses qui se placent juste un peu tout seul par la suite. Fait que des fois, ça permet de dire non, c'est correct, tu sais. Vous faites une bonne job, votre enfant, il se développe tout à fait normalement, puis c'est ça, ça rassure, je trouve, les parents, puis je me sens toujours privilégiée de pouvoir les rencontrer à ces moments clés-là de leur vie de parents où on se pose donc des questions, là. Ouais, ben, en fait, je suis curieux. Il y a, mettons au prorata, puis ça se peut là, que tu n'aies pas la statistique, là, mais tu peux y aller au feeling. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui sont craintifs au moment de leur. Probablement plus le premier bébé. Donc, disons premier bébé. Oui, oui. Je te dirais que 95% des questions auxquelles je réponds, là, c'est que je normalise finalement que c'est ça un rythme normal d'un bébé. Mhm. C'est ça les besoins normaux d'un bébé. Non, t'es pas en train de faire quelque chose de pas correct. Oui, tu D'accord. peux écouter ton instinct et non ton entourage. Donc, les parents arrivent avec des questions, mais la plupart du temps, la réponse, c'est juste normal. Ouais, ton bébé est au sein toute la soirée. Ouais, c'est normal. Non, t'es pas capable de le déposer pour les siestes. Ouais, non, c'est normal. C'est normal. Voici une écharpe, ça fait le plus facile. Tu donnes, en fait, tu l'as mentionné, certaines formations en ligne. D'ailleurs, il y en a une qui va être en ligne très bientôt, si je ne m'abuse, qui s'appelle Jouer avec bébé-100. Oui, oui. Euh, Est-ce que, premièrement, qu'est-ce que c'est cette formation-là? Puis surtout, comme c'est une formation en ligne, c'est quoi les avantages et inconvénients que tu vois à donner des informations probablement sur Zoom là, ou un équivalent? Ouais. Ben, ça, c'est des cours qui se donnent en personne. Puis là, pendant la pandémie, on s'est mis à en donner en ligne. Puis là, ben, des fois, on les donne en personne, des fois, on les donne en ligne. Ça dépend. OK, donc Puis, c'est une sorte de formule hybride finalement, ouais, mais qui permet probablement de rejoindre plus de monde? oui. Ben, tu sais, pendant le gros de la pandémie, c'était la seule façon de rejoindre les familles qui continuaient Mhm. d'avoir des bébés, qui continuaient d'avoir des questions. Puis ça, c'est un cours, tu sais, c'est vraiment comme des activités puis des exercices qu'on peut faire avec bébé à la maison. Puis bon, quand c'est la formule en ligne, ben là, on dit une liste de matériel, puis c'est des idées. Tu sais, des fois, on passe la journée à la maison avec notre bébé, puis on se demande, mais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est favorable pour Mhm. son développement et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu des idées d'activités qu'on peut faire. Puis, dans ce cours-là, puis d'autres que j'ai donnés en ligne, c'est ça, je trouve qu'il y a quand même des avantages à donner certains ateliers en ligne avec quand on a des jeunes bébés, des ateliers de portage, j'en ai fait beaucoup en ligne aussi. Ça nous OK. permet de rejoindre les parents là où ils sont. On n'a pas à se casser la tête avec comme les horaires de sieste, puis de mettre bébé dans l'auto, puis d'arriver à Mhm. l'heure.
On Euh, baisse le stress des gens qui n'ont pas besoin d'être stressés plus qu'il faut c'est durant leur vie. ça, ouais, vraiment. Puis tu sais, je te parlais tantôt de l'atelier de couple à parents, puis celui-là, j'aime vraiment ça le donner en ligne parce qu'il y a quelque chose de super intime, de comme, je sais qu'ils sont confortablement installés sur leur sofa, en D'accord. couple. Quand il y a des choses qu'ils doivent discuter en couple, je leur dis, bon, ben, fermez vos micros, fermez vos caméras, on revient dans 20 minutes, puis là, ils sont vraiment dans l'intimité de leur maison. Fait que, tu sais, je vois des avantages. C'est sûr Uh-huh. qu'après ça, quand on est une maman en congé de maternité, souvent, ces cours-là, comme jouer avec bébé ou l'éveil des sens et tout ça, ils ont besoin de sortir de la maison. Ils ont envie Uh-huh. de rencontrer d'autres mamans. Fait que c'est sûr que les cours en personne permettent ça. Les cours en ligne, il y a moins ce côté-là, plus social et d'interaction. Tout à fait. Mais ça permet quand même d'avoir des interactions virtuelles puis de répondre à certaines questions puis à certaines inquiétudes. Ouais, ben j'aime le fait en fait que ça soit pas que un mal nécessaire, mettons, Mhm. via, ben, comme tu mentionnes, la possibilité d'avoir une fois de temps en temps de l'intimité, chose qui serait probablement plus difficile à faire dans un contexte sur place, surtout s'il y a plusieurs personnes autour. Ouais. Ouais, c'est quand même, je trouve ça bien que justement il y a cette possibilité-là de rendre ça, ouais, que ce soit pas juste un mal nécessaire Mm. finalement. On a tourné beaucoup autour du portage. Allons-y au complet. Parce que, évidemment, c'est quelque chose là, qui est important là, dans ton travail à toi. Je vais, Ouais. je vais montrer une petite photo. Donc, voici une photo de portage. Est-ce qu'on a une bonne technique de portage ici? Ouais, mais c'est ça, le partage, tu sais, c'est sûr que c'est différent au fur et à mesure que l'enfant grandit, mais ça, c'était plus besoin de réconfort, de se coller. Mhm. Ils sont quand même moins lourds dans une écharpe que dans les bras. Ça quand même, ça apporte une certaine facilité, une position beaucoup plus ergonomique aussi, quand on est soutenu par une écharpe et non avec l'enfant à côté sur notre hanche comme ça, là. Uh-huh. Avec un bambin qui veut les bras, ça facilite beaucoup le quotidien, mais c'est sûr qu'avec un nouveau-né, c'est différent, là. Oui. Mais un nouveau-né peut être porté vraiment plusieurs heures par jour, alors qu'un bambin, ça va être, bon, quand il est allé marcher, on le met dans le dos pendant une randonnée, ou quand il veut avoir les bras dans la maison, on le met dans l'écharpe, tu sais. Ouais. Je ne sais pas si c'est une question que tu reçois souvent. Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser une écharpe pour porter? Ben, il y a des éléments de sécurité, oui, à s'assurer, qui sont quand même vraiment importants. Ensuite, quand on connaît ces éléments-là, c'est très sécuritaire parce que le bébé il est sur nous, on est attentif, Uh-huh. on est vraiment attentif, on le voit, on l'entend respirer, fait qu'il n'y a pas de danger à faire du portage, mais il y a des choses dont on doit être conscient. T'sais, le bébé doit être toujours en position verticale. Il en est arrivé là, des accidents en portage, puis c'est pour ça qu'ils ont établi certaines recommandations. OK. Beaucoup des accidents étaient arrivés dans des positions qu'on appelle berceau. Un des dangers majeurs là, en portage, c'est l'asphyxie positionnelle. C'est quand le menton du bébé se retrouve comme ça, ses voies respiratoires ne sont pas bien dégagées. Ça peut D'accord. arriver en portage, ça peut arriver dans un banc d'auto qui n'est pas installé au bon angle, ça peut arriver dans d'autres situations aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut porter toujours le bébé à la verticale, assez haut. On dit hauteur de bisou. Là. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit haut Pour comme pouvoir ça. lui bécoter la tête. Donner un bisou sur la tête sans devoir se pencher trop. D'accord. Position verticale, visage toujours dégagé, la tête toujours dégagée, rien qui cache. Puis Uh-huh. on dit on passe un ou deux doigts entre son menton et sa poitrine. Comme ça, on est sûr que son menton il est comme relevé un peu, ses voies respiratoires sont dégagées. Puis ensuite, c'est la vigilance. Mais ça, c'est en tout temps avec un enfant. Là. De toute façon. Donc, si on respecte ces critères-là de sécurité, puis qu'on est vigilant, puis qu'on fait une activité qui est sécuritaire en portage, là, on dit on devrait être capable de le faire avec bébé dans nos bras. C'est juste que là, c'est un soutien supplémentaire. Fait que quand ces critères-là sont respectés, c'est très sécuritaire. D'accord. Mais merci de ces précisions. C'est peut-être une question naïve, là. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que ça. Que je ne sais pas comment le dire correctement. Je vais rewind. Lance-toi. Lance-toi. J'ai comme l'impression que c'est un retour à
ce que c'était avant le portage en écharpe. Est-ce que je me trompe là-dessus ou c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité? C'est vraiment pas nouveau, là. Le portage, c'est ancestral comme pratique, là. C'est ici, là, en Amérique du Nord, dans nos pratiques parentales, que ça ça a vraiment pas été prôné, Uh-huh. Est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles ça n'a pas été prôné? Ouais, ben ça, c'est vraiment un sujet intéressant et vaste. Euh, nos connaissances sur les bébés, notre perception du bébé, ça a quand même, on part de loin là, sur certains aspects. Mhm. On prônait vraiment beaucoup la séparation de la mère puis du bébé. On prônait de nourrir le bébé sur des Ce qui apparaît horaires, de le absurde un peu. laisser. Ah, mais vraiment, de le laisser dans son berceau, tu sais, que les. On disait même que les bébés ressentaient pas la douleur, là. On part vraiment de Uh-huh. loin, là. Fait que là, c'est comme un retour à comme, ben là, non, on sait un peu mieux c'est quoi les besoins d'un nouveau-né. On sait que son besoin de réconfort puis de proximité physique est très, tu sais, est important puis est valide, là. Il a Mhm. été 9 mois dans notre ventre. C'est un petit bébé mammifère, hein. Des fois, dans l'évolution, là, je pense que l'humain a donc voulu se distinguer des animaux, là, mais on est des petits bébés mammifères, puis leurs Uh-huh. besoins n'ont pas beaucoup changé. À l'échelle de l'évolution de l'espèce, là, notre mode de vie a changé beaucoup plus vite que le réel petit bébé mammifère. Lui, il n'a pas eu le temps de suivre cette évolution-là. Là. Fait que ses besoins ne sont pas vraiment différents Tout à fait. des petits bébés des cavernes, tu sais, qui ont besoin de proximité, qui ont besoin de se retrouver collés sur leurs parents, parce que sinon, ben, les prédateurs vont les trouver. Fait que c'est comme Oui. un retour à ça, tu sais. Il y a des recherches super intéressantes qui se font sur le pot à pot, puis tous les bienfaits du pot à pot après la naissance, dans les premiers temps de vie. Puis autant que c'est vraiment intéressant, autant, tu sais, il faut vraiment qu'on fasse des études pour prouver que le bébé devrait être comme tout nu, Collé. collé sur ses parents, vraiment. T'sais, on Uh-huh. a vraiment besoin de faire des études pour ça. Ça me semble logique quand même, Oui, ben que c'est c'est ça, c'est. l'environnement normal d'un nouveau-né, tu sais. Uh-huh. C'est pour ça que je trouve que ça m'apparaît étrange. Je me demande à quel moment dans l'humanité on en est venu à penser que c'était plus normal de séparer la mère de l'enfant que de les mettre ensemble. D'ailleurs, outre l'aspect, mettons, cognitif, là, puis on y reviendra tout de suite après au pot à pot, outre l'aspect cognitif, il y a aussi quelque chose de beau là-dedans là, qui Ben oui, apparaît étonnamment laid si on retire ce lien-là. Euh, ouais. c'est étrange que l'humanité se soit dirigée dans cette direction-là et qu'on est obligé de réapprendre à se retourner finalement vers quelque chose qui semble être plus naturel que l'inverse. Ben oui. Puis tu sais, dans les cultures où on n'a pas perdu ça, là, il n'y en a pas de monitrice de portage puis de marraine d'allaitement, là. C'est une C'est pas nécessaire. connaissance, ben c'est pas nécessaire, là, tu sais, t'apprends à porter de De ta ta mère puis de ta cousine. grand-mère, puis t'as vu tout le Ouais. monde allaiter, t'as pas besoin d'appeler une marraine que tu connais pas, là, Uh-huh. t'es là les connaissances, mais nous, on a comme besoin de se réapproprier ça, puis de le normaliser, puis comme de l'intégrer dans notre mode de vie où c'est sûr que dans les sociétés plus traditionnelles, ben, le bébé est dans le dos pendant que tu fais du travail bon, plus manuel, mais là, nous, notre travail il est tellement spécialisé que notre bébé, tu Mhm. peux pas avoir bébé dans le dos quand tu travailles dans une banque, par exemple. Mhm. C'est Tout à fait que fait. c'est tout ça, c'est tout notre mode de vie qui est comme un peu dissocié des besoins réels des petits bébés mammifères. Là. Je comprends. Bien, en tout cas, merci d'aider l'humanité à retrouver ses marques, Ces instincts. ses instincts exacts. Mm. Tu mentionnais le pot à pot. Je vais lire la définition qui est donnée à l'INPE. Le pot à pot est une pratique de soins d'abord mise en place et recommandée pour les enfants prématurés. À force Mhm. d'étudier les effets bénéfiques de cette pratique sur les stabilisations de l'enfant et sur son cerveau en développement, de nombreux chercheurs ont observé que les nouveau-nés à terme et en santé en bénéficient tout autant. Ben oui. Le pot à pot, dans le fond, qu'est-ce que ça consiste en, parce qu'on comprend là, que c'est
qu'il y ait un contact de peau à peau, mais encore une fois, ça m'apparaît tellement naturel. Qu'est-ce qui est différent dans la pratique du peau à peau versus ce que spontanément on va faire quand on a un bébé? Ouais, ben spontanément, c'est ça qu'on va faire. Là. C'est du peau à peau, mais c'est plus dans les accouchements qui étaient dans les hôpitaux et tout ça, ben dès que le bébé naissait, on le prenait, on le nettoyait, on l'emmaillotait, puis là, après ça, on le mettait dans les bras de la mère. Mais maintenant, dans tous les hôpitaux, quand l'accouchement se passe bien, puis même dans les césariennes, là, lorsque c'est possible, tout de suite, on va mettre le bébé sur la poitrine de la mère. Donc, le bébé est nu, la mère a, a la poitrine nue aussi. Et puis, on recouvre le bébé seulement d'une couverture. Puis là, il y a d'autres, c'est encore comme en portage, il y a des points de sécurité à s'assurer que le bébé est vertical, que ses voies respiratoires sont bien dégagées, que sa coloration est normale, qu'il respire bien, tout ça. Puis, on doit le premier pot à peau, là, ça devrait être au moins 2 heures suite à la naissance que le bébé est en pot à peau. 2 heures ou jusqu'à la première tétée. Il y a pas de presse. Même souvent, quand il y a des soins à faire sur le bébé, la plupart, ils sont capables de le faire quand même en pot à peau. Uh-huh. Et même quand la mère va moins bien, qu'il y a une hémorragie ou quelque chose après l'accouchement, c'est tout indiqué de laisser quand même le bébé en pot à peau parce qu'il y a des bienfaits autant pour la santé de la mère que pour la santé du bébé. C'est ce qui permet la libération normale des hormones après un accouchement. Biologiquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Fait que le bébé, il sature mieux, il respire mieux, il garde mieux sa température. La mère, son utérus contracte mieux, le placenta est expulsé plus facilement, il y a moins d'hémorragie. Ça favorise toutes les hormones en lien avec la lactation, évidemment. Puis de continuer à faire du pot à peau, pas juste le premier 2 heures, mais dans les premières heures de vie, les premiers jours de vie, même les premiers mois de vie, c'est super important et bénéfique. Ils ont découvert que mais encore là, ils ont fait des études sur des choses qui sont très instinctives, là. Oui, exact. Mais que la poitrine de la mère qui allaite a des capacités thermorégulatrices. Donc, c'est capable de réchauffer le bébé si on a besoin, mais c'est capable aussi de le refroidir s'il fait de la fièvre. Fait que quand nos bébés font de la fièvre, c'est vraiment une pratique très aidante que de faire du pot à peau. Ils ont même pu voir que les deux seins... J'avoue que ça, c'est moins intuitif, par contre. Oui, parce qu'on a peur de leur donner trop chaud, mais nous, on ne fait pas de fièvre. Fait c'est ça, c'est thermorégulateur. Ça ne fait pas juste réchauffer. D'accord. Ils ont même pu voir que, mettons, sur des jumeaux prématurés, les deux seins de la mère pouvaient agir de façon indépendante. Fait que si un avait besoin d'être réchauffé, ça réchauffait, et l'autre, ça pouvait le refroidir s'il faisait une fièvre. C'est capoté, là. Wow! Ouais! c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais! Je pense que spontanément, quand on pense au pot à peau, en tout cas, de la façon que tu le décris, on imagine spontanément, je pense, une mère avec son bébé. Est-ce que l'approche, lorsque tu interviens pour parler du pot à peau, elle est différente lorsque tu parles à un homme versus à une femme? Ben, tu sais, c'est ça, là, je vous ai parlé du pot à peau initial, tu sais, suite à l'accouchement, idéalement, surtout si on souhaite allaiter, c'est que ça soit la mère qui fasse le pot à peau, mais par la suite, c'est un outil extraordinaire pour le père aussi pour créer son lien avec le bébé. Des fois, quand la mère a une césarienne, c'est avec le père que le pot à peau est fait et c'est tant mieux. Je veux dire, c'est une superbe façon d'accueillir cet enfant-là dans le monde, de l'aider à garder sa température, justement. Donc, c'est ça. Avec le père, c'est une merveilleuse façon aussi d'épauler la mère puis de lui permettre des moments de repos. Le bébé, s'il n'est pas sur sa mère, la meilleure façon qu'il dorme et qu'il soit calme et qu'il soit bien, c'est qu'il soit en pot à pot avec son père. D'accord. Si on veut que maman puisse se reposer, c'est la chose à faire. Donc, tu sais, c'est vraiment un réconfort très, très, très important pour le bébé. Puis pour les papas, la seule chose à faire plus attention, c'est que il y a moins cette capacité-là thermorégulatrice, fait que c'est plus de s'assurer que le bébé n'a pas trop chaud. Mais sinon, c'est vraiment, c'est ça. Ça permet vraiment d'établir le lien, puis pour le père aussi, de permettre cette libération de cytocine-là, entre autres, là, qui sont des hormones de l'amour et du bonheur, ben ça favorise vraiment l'attachement, c'est super bénéfique. Est-ce que tu sais s'il y a une réticence des pères à imaginer cette pratique-là?
Ben, de moins en moins, je pense. J'ai un ami qui c'était comme tellement cute parce que sa blonde, elle a eu une césarienne. Fait que là, ils lui ont donné le bébé après. Puis là, il a comme fait, je pense qu'il faut que je fasse du pot à pot. Mais tu sais, personne lui a rien expliqué. Puis il est comme, je pense que c'est important. Attends, il faut que je fasse du pot à pot. Fait que là, il a comme googlé. Il a fait des recherches pour savoir comment qu'on fait ça, du pot à pot. Fait que là, ben, il a fait du pot à pot avec son bébé parce qu'il était comme, me semble que j'ai entendu dire que c'était bon, là, mais je sais pas, je sais pas comment faire ça. Fait que non, je pense que, tu sais, puis il y a des papas qui ont tellement hâte à ce moment-là pour enfin, tu sais, créer ce lien-là plus physique avec leur bébé parce que là, Oui. leur blonde, elle l'a eu dans le ventre pendant 9 mois, là, c'est comme, Je comprends. c'est leur, tu sais, ils trouvent que c'est une belle façon de créer le lien puis de prendre leur pôle, puis c'est sûrement, là, qu'il y en a qui ont des réticences, mais je pense que c'est de plus en plus connu puis répandu comme De plus en approche. plus normalisé, en tout cas. Oui, ouais. Je vais passer à un sujet un petit peu différent. Tu travailles au centre d'intervention, ou tu travaillais, je me suis pas noté les dates, je suis désolé, au centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, en prévention et en soutien chez les 0-6 ans. Ouais, ouais. Euh, je pense que la question que j'ai là, par rapport aux abus sexuels, c'est comment est-ce qu'on approche un enfant par rapport à soit de la prévention ou un soutien après un abus? Ouais, c'est un sujet pas évident, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, j'ai travaillé là comme contractuel là, pour animer différents groupes, donc des groupes de thérapie avec des enfants un peu plus vieux qui avaient vécu des abus sexuels, donc qui avaient fait des dévoilements, il y avait bon, toutes les procédures judiciaires en cours. Mhm. Et il y avait des groupes aussi de prévention. Fait que, tu disais 0-6 ans, mais en fait, les groupes de prévention, c'est comme peut-être 3-5 ans, puis les groupes de thérapie, c'est un peu plus vieux. Là. OK. Puis pour les groupes de prévention, c'était des enfants qu'on soupçonnait peut-être qu'il y avait eu un abus sexuel, mais qu'il n'y avait pas eu de dévoilement parce qu'ils étaient jeunes ou il n'y avait pas nécessairement le vocabulaire pour le dire et tout ça. Mhm. Puis, ou sinon, qui étaient dans des milieux plus à risque. Tu sais, qu'ils ont des grands frères ou grandes sœurs quelqu'un de l'entourage, disons, a fait un abus sexuel ou des enfants qui avaient pu avoir des gestes inappropriés. Donc, ces enfants-là, ben, on veut travailler en prévention. Fait que c'est beaucoup de l'éducation sur les parties du corps. Une grosse OK. partie de notre travail, c'est de savoir nommer les parties du corps et toutes les parties du corps par leur vrai nom. OK. On leur disait que c'était une façon de respecter notre corps que de nommer nos organes génitaux par leur vrai nom, hein, de Et ne non pas pas par utiliser toutes sortes de mots farfelus, puis que ça Tout à fait. permettait aussi à tous les adultes autour, ben, que si l'enfant il te fait un dévoilement, là, ben, tu catches tout de suite, là, parce qu'il a utilisé les bons termes. Il n'a pas utilisé des affaires que tu te dis que c'est. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Non, quand on parle des vrais termes, c'est une façon de protéger l'enfant, puis c'est une façon. Puis les groupes en prévention, c'était parents-enfants. OK. C'était vraiment les deux. Pour avoir des outils pour être le plus protégeant possible pour son enfant, puis pour l'éducation sexuelle, que tout le monde utilise les mêmes termes. Puis on parlait aux enfants dans des termes très simples, OK. mais que, tu sais, quand ça fait non à l'intérieur d'eux, ils ont le droit de dire non. Puis on fait des jeux de rôle puis on parle de la bulle, par exemple. C'est que quand tu veux pas qu'un ami ou qu'une personne soit dans ta bulle, tu as le droit de dire non. Si quelqu'un te touche d'une façon que ça te fait non à l'intérieur, tu peux dire non. Fait que c'est vraiment des choses très simples comme ça pour les enfants. Des apprentissages, en fait, que tous les enfants pourraient et devraient faire, selon moi. Là. L'internalisation du consentement, finalement. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis on leur expliquait que les seules personnes qui pouvaient regarder ou toucher leur partie intime, ben, c'était leurs parents ou des médecins pour leur donner des soins, pas parce que ça leur tentait. Puis, je pense que c'est un message qui passe de plus en plus, parce que moi, j'ai déjà eu à consulter pour mon garçon, puis la médecin était vraiment excellente, puis elle lui a dit, là, je vais devoir regarder dans ta couche et je peux le faire parce que maman est avec moi et qu'elle m'en donne la permission. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon parce qu'il était tout jeune, mon garçon, mais elle avait vraiment pris le temps de le dire. C'est pas tout le monde encore, je pense, qui le fait. Mais je me disais, c'est parce que c'est pas je suis un médecin, j'ai le droit. C'est je suis un médecin, maman est avec moi et c'est indiqué dans la situation actuelle, donc on va le faire. Ouais. Est-ce que les enfants spontanément comprennent le concept
Ben, du moi, finalement. Puis, tu sais, tu mentionnais tantôt, si tu ressens quelque chose qui dit non à l'intérieur, c'est spontané chez l'enfant? Ah oui, oui, vraiment. Oui. Le plus qu'on éduque les enfants tu sais, on les écoute, puis on les respecte, puis on va chercher leur consentement pour toutes sortes de choses, là. Euh, ben, ils éteignent pas cette voix-là à l'intérieur d'eux. Tu sais. Je Mhm. pense qu'instinctivement, ils savent. Il y a des enfants qui ont une plus ou moins grosse bulle, mettons. Mais ouais, le plus qu'on est comme bienveillant puis à l'écoute des enfants, ben, le moins ils se disent ah ben faut pas que je dise rien, faut pas déplaire à l'adulte, faut pas. Mhm. Tu sais, fait que le plus qu'on est dans une éducation bienveillante avec les enfants, puis d'aller chercher leur consentement dans les soins, là, dans les choses banales qu'on doit faire avec eux, ben c'est ça. Je pense que ça leur permet de pas se dire ah ben je devrais rien dire ou je devrais faire ça parce que ça va faire plaisir à l'adulte ou ça va faire de la peine à maman si elle sait ça. Tu sais, c'est toutes ces choses-là qui finissent par être internalisées chez l'enfant, puis c'est comme Je c'est comprends. triste, je trouve, de leur faire perdre ça. Parce que je pense que Mhm. oui, instinctivement, ils Qui aurait l'ont. spontanément sinon. Mhm. Mm. Euh, ben, ça m'amène clairement à la question subsidiaire. C'est quoi la portée d'action d'un parent là, par rapport aux abus sexuels? Pas, évidemment, pas d'en prodiguer soi-même, là, mais pour apprendre, j'imagine, ou aider un enfant à se développer dans cette bonne direction-là, sur connaître ses propres limites. Mhm. C'est quoi la portée d'action d'un parent? Ben, un parent, c'est ça. Ça va être dans toutes ces pratiques parentales tu sais, de respecter l'enfant, de considérer l'enfant comme un être humain à part Mhm, entière qui a le droit à ses limites, qui a le droit de dire non. C'est de lui mhm. demander D'accord. la permission. Quand on n'a pas le choix de faire des choses qui lui déplaisent, ben c'est de lui dire que j'ai pas le choix pour ta santé, ta sécurité en ce moment de faire ça. Je sais que tu veux pas. J'entends. Merci de me faire confiance et de me dire que tu veux pas. C'est ça. C'est de renforcer toutes ces choses-là. Puis, il y a plein de choses intéressantes là, qu'on peut lire maintenant sur les réseaux sociaux ou sur comment éduquer les enfants puis leur montrer le consentement dès le plus jeune âge. Ouais, je trouve que c'est important, vraiment. Passons à quelque chose d'un peu plus léger. En 2015, t'es allé à, et là j'ai besoin de ma carte, je suis désolé, Kulkiri Sanget Vidyalaya, non, Vidyalaya en Inde. Est-ce que tu es Ouais. capable de le prononcer toi-même? Kalkeri Stangit Vidyalaya, je J'aurais pense. tellement dû te laisser le dire. Mm. Qu'est-ce que tu étais allé faire à je ne me réessayerai pas. À Calquéry. On va Kalkiri. appeler ça Calquéry. Ouais. Écoute, j'étais allée avec une amie. J'étais à ce moment-là, j'habitais en Outaouais, puis j'étais membre d'une troupe de gumboots. D'accord. Et puis, avec une amie de ma troupe, on était parti donner des ateliers de percussion corporelle à cette école-là, qui est une école de l'organisme Jeunes musiciens du monde. Puis, j'avais vu déjà un film sur cette école-là, là. Puis j'étais fascinée. Puis ben, j'avais vraiment un intérêt de voyager en Inde aussi. Puis c'est une amie Uh-huh. qui avait déjà voyagé plusieurs fois en Inde. Puis à un moment donné, j'ai dit là, je veux que tu m'emmènes en Inde. Je veux qu'on fasse quelque chose. Puis là, elle se disait, faut pas qu'on parte juste tac-tac de même. Il faut qu'on aille un projet. Il faut qu'on aille faire quelque OK. chose. Ouais. Donc, c'est ça. On avait approché cette école-là. Puis, donc, on faisait du bénévolat de toutes sortes de façons. Elle est infirmière, donc elle donnait des soins aux enfants au dispensaire, puis on donnait aussi des ateliers de percussion corporelle, puis sinon, ben, je faisais toutes sortes d'autres choses à l'école pour aider, puis, ouais, puis être présente auprès des enfants. C'est vraiment toute une expérience. Quand j'avais eu une invitée qui est allée en Inde, mais en fait, j'ai entendu ça sur plusieurs personnes. L'Inde, c'est on aime ou on n'aime pas. Ouais. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi de soit tu as adoré ou soit tu as détesté? Mais moi, j'ai adoré, OK. vraiment. Mais parce que je comprends vraiment comment qu'on peut pas aimer ça, parce que c'est D'accord. comme un peu le chaos. C'est vraiment loin de nos façons de faire ici. Uh-huh. Mais moi, j'étais vraiment là dans une optique de je comprends pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas vraiment comment ça se passe, j'essayerai pas.
c'est pas, j'essayais pas de comprendre, là, je veux dire, je parlais aux gens, puis j'étais curieuse, mais juste comme, parce qu'on peut facilement se dire, ben voyons, comment ça que ça marche de même? Ben voyons donc, le train, il arrivera pas à l'heure, ben voyons donc, mais tu sais, comme quand tu t'es pas avec une optique de, ben voyons donc, mais juste comme, OK, je comprends pas, Acceptons. mais c'est correct, Donc, si on est un peu sensible sur l'ordre, ça peut être difficile, l'Inde, c'est ça? Ben, sur l'ordre, sur la bulle, c'est quelque Uh-huh. chose, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça peut être vraiment insécurisant hein, parce que quand on est habitué que les choses fonctionnent d'une certaine façon puis que Ouais, c'est ouais. assez carré, assez rodé, c'est autre chose, là. J'ai entendu aussi que l'odeur était particulière. Ouais. Oui, oui, oui. Il fait chaud, c'est humide, il y a beaucoup de monde, les conditions d'hygiène sont différentes. Oui, dans les grosses villes, ça peut être. Puis, c'est les conditions de vie des gens, là, ça peut être vraiment un choc pour quelqu'un de voir des gens dans cette situation-là. Là. Uh-huh. Mais somme toute, ça a été un voyage qui t'a plu, c'est ça? T'as fait partie de ceux qui aiment l'Inde, finalement. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis moi, j'étais dans ce village-là, c'était vraiment comme au fin fond de la jungle. Là. Fait qu'il y avait il y avait des singes là, qui me regardaient prendre ma douche avec un seau. Là. Des fois, je me disais, mon Dieu, je suis dans un univers parallèle. J'arrivais dans ma petite hutte, puis là, les singes, j'avais comme foutu le bordel. Uh-huh. Puis là, j'avais comme un moment de comme Ah! Comme ça, je me disais, non, mais attends, là. C'est la pire chose qui m'est arrivée aujourd'hui, c'est des singes qui ont foutu le bordel dans ma hutte. C'est capoté, là. Voyons, je vivais pas ça à Gatineau, là. Non, c'est ça. Fait que je prenais tout le temps un pas de recul, puis j'étais comme, non, mais c'est fou. C'est fou d'être en train de vivre ça, là. Je peux bien imaginer. Et en plus, ça fait une histoire succulente à raconter après. J'ai même vu un petit garçon un matin qui est arrivé avec un t-shirt de l'UQAR. Hein? L'UQAR, qui est l'Université du Québec à Rimouski. Là, D'accord? j'étais comme, ben voyons donc, comment ça, je vois un t-shirt de l'UQAR en plein milieu de l'Inde? C'est une école, il y a beaucoup de bénévoles du Québec. Et OK. donc, je peux imaginer comment le t-shirt s'est rendu là. Mais quand même, t'as comme Et un. c'était un local qui avait le t-shirt, c'est ça? Ouais, ouais, un enfant indien. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Bon, je veux pas trop sauter du coq à l'âne, là, mais t'as fait beaucoup de choses dans ta vie. Et donc, est-ce que tu as des plans à court, moyen et long terme dans ta vie? Ben oui, toujours, toujours plein. Ben, c'est ça. Dans le fond, en ce moment, je fais aussi beaucoup d'accompagnement en deuil périnatal, au centre périnatal. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me, comment je dirais ça? C'est comme tout mon background en relation d'aide Mhm. qui me permet d'accompagner les familles qui vivent ces moments super difficiles-là. Puis je me sens vraiment à ma place quand je le fais. Ça fait toujours bizarre de dire que j'aime faire ça, mais j'aime faire ça dans le sens où j'aime pas que les gens aient vécu des choses aussi difficiles, mais Mhm. j'aime offrir ce soutien-là aux familles. Puis je me sens toujours privilégiée qu'on me fasse confiance pour me raconter leur histoire. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux développer plus puis continuer de me former dans ça parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai des idées, oui, je me dis, je fais tellement de choses qui sont comme, c'est un peu hétéroclite, mais en même temps, ça se recoupe tout. Je me dis, est-ce qu'il y aurait une façon que je regroupe tout ça dans une seule et même chose, qui Un grand serait, projet qui réunit ta vie d'un coup. oui, Oh. oui, ouais, ça serait bien. Parce que c'est tout connexe, mais tu sais, Mhm. j'ai un contrat pour le centre périnatal. Puis j'ai ma pratique comme privée, si on veut, de maîtrise de portage. Puis je coordonne le groupe d'entraide en allaitement. C'est comme une autre chose. Mais dans le fond, c'est tout de la périnatalité. C'est tout un peu la même chose, mais de Tout à fait. façon un peu éparpillée. Fait que si j'arrivais à tout merger ça ensemble, là, ça serait comme. Ça serait le fun. Je sais pas encore quelle forme ça prendra, mais ouais, ça Eh serait ça bien, l'objectif dans les prochains temps. Quel- quelqu'un qui entend l'appel ce soir pourra peut-être t'écrire et qui sait développer un projet unificateur. Ouais, ouais. Unifier ma vie. Est-ce que quelqu'un unifie ma vie? Euh,
Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir passé cette heure avec moi. Je suis en train de te prendre un peu plus de temps que prévu. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je pense que mon garçon dort, c'est correct. C'est parfait, on peut prendre un peu plus de temps. Est-ce que tu as un mot, quelque chose que tu voudrais mentionner? Moi, je sais que je voulais rappeler aux gens qui avaient la formation Jouer avec bébé, si jamais ça les intéresse. Je pense que les inscriptions sont encore ouvertes, je ne me trompe pas. Oui, oui, ça devrait. Puis, je suis toujours disponible pour donner des ateliers de portage aussi ou introduction sur le pot à pot pour des gens qui attendent un bébé. Puis, avec la pandémie, j'ai développé des bonnes capacités à faire des ateliers en ligne. Ça Uh-huh. aussi, c'est un autre avantage des ateliers en ligne. Peu importe où les gens sont, j'ai donné des ateliers de comme Sudbury à Gatineau, au Nouveau-Brunswick. La distance n'a plus d'importance. Fait que ça, c'est le Partout, fun. partout. Wow. Oui. Prends quand même le temps de mettre dans le chat le lien vers Jouer avec bébé et je vais mettre aussi les liens de Entre Vagues INPE ainsi que ton Facebook Gabriel Portage que je vais mettre Super. dans la description Facebook ainsi que celle du podcast. Merci encore, Gabriel. Ça m'a fait grand plaisir de revoir une ancienne amie avec moi ce soir. Ça a été vraiment charmant de te rencontrer. Merci à toi, c'était le fun. Vraiment. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Gabrielle Gauvin. Notre prochain rendez-vous sera avec Valérie Costanzo. Valérie complète actuellement un doctorat en droit portant sur l'accès à la justice des enfants. Naturellement, elle s'intéresse également aux droits de la famille et aux injustices sociales. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.